Alors on me pose parfois la question, mais comment est-ce que je dois respirer quand je médite? Alors il y a plein de manières de respirer, on retrouve dans la tradition indo-tibétaine, dans la tradition bouddhiste en général plusieurs présentations. On a même parfois des exercices de respiration, on va avoir des rétentions, un petit peu comme dans le pranayama, où on va maintenir la respiration et l'air à l'intérieur des poumons, ou bien on va faire une très longue inspiration, très longue expiration. On a aussi dans la pratique de shamatha des instructions pour avoir un souffle naturel. Et je vais plutôt en parler sous cet angle-là. Qu'est-ce qu'un souffle naturel? Alors, parfois naturel n'est pas nécessairement celui qu'on a naturellement, parce que je remarque aussi qu'on peut avoir développé au fil des années euh, des, euh, des cycles de respiration qui peuvent être désordonnés, et ce qui est naturel pour nous ne l'est pas nécessairement. Donc comment est-ce qu'on va faire en sorte que le souffle devienne naturel? Est-ce qu'il y a un standard de souffle naturel? C'est ce qu'on va voir. Alors, dans la pratique de shamatha, et notamment celle de shamatha où on se focalise sur le souffle, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à essayer de calquer des cycles de respiration qui sont minutés. Par exemple, comme dans la cohérence cardiaque, on va respirer pendant 3 secondes, expirer pendant 5 secondes. Ça peut être parfois un préliminaire pour détendre, parce que ça a des qualités, bien entendu, mais dans la pratique de la concentration, il va falloir qu'on adapte le souffle à notre esprit, et le souffle euh, va se transformer à mesure qu'on médite. Et je pense qu'il est important de rendre ça possible, plutôt que de calquer un schéma qu'on va dupliquer et qui, si on maintient un souffle trop grossier, trop sonore, ça va peut-être empêcher à l'esprit de devenir de plus en plus subtil, sachant que dans la pratique de shamatha, de la concentration sur le souffle, on cherche à ce que l'esprit devienne de plus en plus stable et clair, et ça nécessite que le souffle se transforme petit à petit. Donc, on entend souvent dans les textes que pour les méditations de shamatha sur le souffle, mais je dirais même pour toutes les méditations, qu'on essaie de faire en sorte que le souffle acquiert ces 3 propriétés suivantes. La première, c'est d'entraîner le souffle à ce qu'au fur et à mesure qu'on pratique, le souffle devienne de plus en plus insonore. C'est la direction vers laquelle on doit aller. Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. C'est dans le contexte ce conseil de quelqu'un qui n'a pas de problème ni physique, d'obstruction des cloisons nasales par exemple, ou bien de problèmes genre une grippe ou un rhume. Pour une personne saine qui respire à peu près normalement par le nez, ça va être l'indication. Pour une personne qui a des problèmes physiques, eh bien, ça va être aussi la direction, mais c'est peut-être pas réaliste qu'à aucun moment le souffle ne devienne insonore. Donc, quand on encourage à ce que le souffle devienne insonore, ça ne veut pas dire qu'on le euh, rend insonore dès le départ. Ça, c'est important, c'est une direction. Parce qu'il ne faut pas que l'effort qu'on va mettre dans la méditation de placement soit excessif. Dans la méditation de placement sur le souffle, il y a une notion de détente et de stabilité, de contentement. Si à mesure qu'on essaie de se focaliser, on force le corps à adopter une respiration qui n'est pas celle qui est bénéfique sur le moment, on va tendre l'esprit, et l'esprit étant tendu, la concentration va être négativement affectée. Donc première consigne, encourager
souffle après souffle, et on peut l'observer de temps en temps. Alors c'est pas quand on médite sur le souffle quelque chose où on va être sans arrêt sur le dos du pauvre souffle pour essayer de lui donner cette direction-là, mais de temps en temps, on peut se dire, ok, est-ce que j'ai quelque chose à faire peut-être pour autoriser à ce que le souffle devienne un peu plus ténu, un peu plus subtil. Ça, c'est la première caractéristique. La première caractéristique étant un souffle qui va vers un souffle insonore. Mais parfois, on a un souffle insonore, mais il y a quand même quelque chose d'irrégulier. Alors, régulier, irrégulier ne veut pas nécessairement dire que l'inspire est aussi long que l'expire, parce que dans une pratique de shamatha, on ne compte pas vraiment la durée. On compte les cycles, j'inspire, j'expire, je compte 1, j'inspire, j'expire, je compte 2. Ça, on peut le faire dans les premières étapes de la concentration, mais on ne va pas faire j'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce n'est pas présent dans les textes classiques et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour la raison que on doit doucement encourager à ce que le souffle devienne de plus en plus subtil. Régulier, c'est plus une notion que le souffle va être un petit peu comme un phénomène naturel, et je prends souvent cette analogie. Imaginez, vous êtes dans la mer, dans les hauts fonds, et il y a ces grandes algues verticales, ces forêts de kelp, qui, avec la marée, font des va-et-vient comme ça. Et il y a ce sentiment d'avoir un souffle qui est au niveau de l'abdomen, quelque chose où il y a un mouvement physique qui est régulier, par opposition à des à-coups. Et on remarque quand l'esprit est perturbé, il y a souvent des... Donc ça, si c'est présent, ben, c'est ce qui nous arrive maintenant, pas besoin de rejeter puisque de toute façon c'est là, mais on encourage à ce que le souffle gagne de cette régularité. Et régularité ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Certains moments de la journée, on a besoin de faire j'inspire, j'expire, et une fois que j'ai fini d'expirer, il y a un arrêt. Ok ? Régulier ne veut pas dire qu'on respire de manière sans arrêt, parce que ça peut fatiguer aussi. Donc on s'adapte. Le souffle tend vers le fait d'être insonore, le fait d'être complètement régulier, mais on peut voir aussi que le souffle peut être à la fois insonore, régulier, mais qu'en même temps il y a une forme d'effort, de contrainte. Donc la troisième caractéristique du souffle, c'est que le souffle va être sans effort. Ayons cette notion quand on respire d'un souffle apaisé, sans effort, insonore et régulier. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a besoin de créer un environnement de notre objet de méditation qui n'est pas insupportable. Parce que sinon ça va être très difficile de rester sur le souffle si le souffle est déplaisant, s'il est contraint. Donc toutes ces applications, on médite 5 secondes, 7 secondes, je pense que ça peut parfois générer une forme de tension. Or, il y a des moments de la journée, notamment quand on a fait un gros repas, on ne respire pas du tout de la même manière. On doit s'adapter, et s'adapter ne veut pas dire qu'on le laisse comme il est, le souffle. On l'observe comme il est, et de l'autre côté, on le guide pour qu'il se subtilise. Et en se subtilisant, quand le souffle va devenir sans effort, régulier et insonore, on va observer que ça crée un changement dans notre esprit qui le regarde. Et c'est en ça qu'on comprend qu'il y a vraiment une relation symbiotique entre l'esprit et le souffle. Alors, les textes classiques ne mentionnent pas si on doit respirer par l'abdomen ou par le torse. La respiration abdominale, celle qui contracte le diaphragme pendant l'inspire, peut être bénéfique, mais on peut avoir une respiration qui est naturelle en ce sens aussi qu'on la laisse un peu faire. Mais si, et ça on le voit par contre, que des instructions présentent qu'on observe le souffle
autour du nombril. Pour observer le souffle autour du nombril, il faut qu'il y ait une activation physique autour du nombril. Et ça n'intervient que lorsqu'on respire en utilisant le diaphragme, qui va, en se contractant, compresser la paroi abdominale, gonfler l'abdomen, et ça va pousser notre peau sur les habits. C'est peut-être ça qu'on va sentir. Donc, favoriser une respiration qui est abdominale, mais aussi être cool. Voilà. Donc, ces trois caractéristiques, ça peut, je pense, prendre des semaines ou des mois pour faire une transition, mais c'est peut-être par ça et à travers ça qu'on va découvrir un souffle beaucoup plus naturel. Voilà. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Bonne pratique.